Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ça va être très culturel, très spirituel en quelque sorte ce matin avec nos deux invités. Dans un premier temps, Madame Anaïs Chavenet pour nous parler de Livres en folie, cet important événement culturel haïtien. Et dans un second temps, Saint-Tony Fanfan sera avec nous pour nous parler de son livre Haïti, des mots et des remèdes. Des solutions très certainement à proposer aux différents problèmes auxquels le pays fait face. Anaïs Chavenet, c'est un plaisir de vous avoir, évidemment avec des excuses, dans la mesure où on vous accueille sur le plateau pour la première fois. Le plateau de Le Point, de la rubrique Le Point. Le plaisir est pour moi, Wendell. Merci. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Quand on dit Livre en folie en 2021, c'est un événement virtuel. En effet. Et en général, on pensait que les lecteurs aiment beaucoup être en contact direct avec les auteurs. Cette année, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette année, les lecteurs seront en communion avec les auteurs à travers les œuvres qu'ils auront la possibilité de lire. Car je me rappelle, un auteur avait dit « Vous me rencontrez seulement quand vous ouvrez mon livre et que vous me lisez. » Voilà la vraie rencontre. On a déjà fait l'expérience de toute façon l'année dernière. Ça a été comment? Oui, ça a été très bien. D'ailleurs, c'est une expérience qui a été au-delà de nos espérances parce que Livre en folie en ligne se tient depuis une quinzaine d'années. Mais c'était l'une des plateformes de Livres en folie qui avait par ailleurs les ventes en province et la grand-messe au parc de la Canne à Sucre ou au parc Unibank. À la faveur de la pandémie, l'année dernière, c'était la première fois où la manifestation se tenait exclusivement en ligne. Donc c'est la deuxième année où nous faisons l'expérience de la vente en ligne en exclusivité. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nombre de participants, du nombre de lecteurs-acheteurs. Ce dont je me souviens surtout et qui est plus significatif pour les ventes en ligne, c'est du nombre de commandes qui avaient dépassé les 700, mais des commandes avec parfois beaucoup de livres et des gens qui, avant, n'avaient jamais acheté en ligne, qui s'étaient peut-être rendus au parc, ou qui avaient peut-être acheté dans une succursale de la province. Et en ce sens, j'y réfléchissais, il faut parfois un concours de circonstances pour qu'on se mette au pas. Le Covid-19 nous a forcés à aller vers le numérique, vers le virtuel. Même si certes, nous manipulons nos téléphones portables et nous faisons quelques transactions à la banque en ligne, mais nous ne sommes pas vraiment rentrés dans ce monde où pratiquement tout se fait. Il y a même des gens en Haïti, comme dans certains pays occidentaux, qui achètent uniquement en ligne et qui se font livrer les articles commandés. Donc, chez eux. Mettre Livre en folie en ligne, le rendre virtuel, ça le rendre mondial aussi. En quelque sorte. Donc ça devrait pouvoir apporter davantage, non, sur le plan économique. Ça devrait, mais il y a le défi. D'abord, il faut vaincre cette peur devant Internet. Il y a des gens, au seul mot Internet, qui sont déjà découragés. Et moi, je les invite à faire l'expérience, à accueillir cette opportunité de se mettre au pas, d'être de leur temps, parce que c'est le présent et ce sera certainement l'avenir. Et donc, c'est un concours de circonstances, certes, malheureux, mais qui nous force à nous mettre au pas. Et de toute façon, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, ce qui est formidable avec Livre en folie, c'est que
le désir des acheteurs d'avoir en main les livres qu'ils ont commandés est toujours intact. Et c'est vraiment formidable de voir comme ils sont contents. Et si par hasard, il y a un petit incident de stock et qu'un livre ne leur est pas livré, même quand on les rembourse, ils ne sont pas contents. Ils veulent le livre qu'ils ont commandé. Oui, c'est le livre d'abord. Le livre d'abord. L'auteur ensuite. Tout à fait. Maintenant, dites-nous, la livraison se fait dans combien de jours? Eh bien, cette année, nous avons fait l'effort, enfin, nous avons annoncé dans les 72 heures, mais en fait, Wendell, on ne l'a pas respecté parce que dès mardi, donc dans les 24 heures, nous avions déjà avisé des acheteurs qu'ils pouvaient récupérer leur livre. Donc, il y a plein de commandes qui attendent déjà à Communication Plus. C'est ce que j'allais vous dire. Avant les 72 heures. Est-ce que la manifestation est déjà claire en termes de demande? Oui, la demande est là, puisque dès le lundi, on a commencé à enregistrer les commandes. Mais ce que je soupçonne, quand je compare à l'année dernière, je soupçonne que le fait que pour la première fois, les acheteurs ont 15 jours pour acheter en ligne, ça les rend un peu tranquilles. Vous savez, vous vous dites, ah, j'ai le temps, je le ferai la semaine prochaine, ou bien je le ferai ce week-end, et puis ce week-end, il y a la première communion, et puis bon, bref, j'ai encore une semaine. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que, d'ailleurs, j'encouragerais les acheteurs à faire au plus vite, d'autant qu'il y a des stocks. Certains des stocks ne sont pas inépuisables. Il y a des nouveautés qui sont à profusion, mais il y a des livres très demandés, mais dont les quantités sont plus limitées. Donc, le plus tôt on achète, le mieux c'est. Alors, on craint qu'à force de, je dirais, de satisfaction et que l'on ne divorce pas avec l'ancienne pratique à l'avenir. Bon, ce n'est pas ce que j'ai senti auprès des organisateurs que sont le Nouvelliste et la Unibank, mais je pense plutôt que c'est une réponse pragmatique à un problème auquel nous sommes confrontés. Quand la 27e édition a été lancée, nous n'étions pas en état d'urgence sanitaire, mais déjà la recrudescence de la maladie, il y avait les signes de la recrudescence. Et il y avait même une journée du samedi 12 juin qui avait été envisagée pour des ventes signatures, mais très vite, les organisateurs se sont rendus compte que c'était un risque qu'ils ne voulaient pas courir, parce que je crois qu'il faut être avant tout responsable. C'est la santé avant tout. Le livre d'abord, certes, mais la santé avant tout, car il faut freiner. Non, alors pourquoi je vous pose la question, Anaïs Chavenet, c'est parce que on a l'impression que ça pourra marcher. Ça peut marcher. Ça marche déjà. Bon, ça marche, mais ça peut marcher, aller plus vite, et puis ça peut être plus rentable qu'avant. Donc si c'est le livre qui importe le plus pour le lecteur, et si ça est plus rentable pour les organisateurs, pourquoi ne pas garder cette formule? Bon, alors là, moi je suis partenaire, je ne suis pas organisatrice. Et il faudra poser la question à Max Chauvet ou à Guy Supplice. Mais ce que je sais, c'est que l'édition exclusivement virtuelle est une réponse à la conjoncture. Maintenant, on verra. On espère d'ici l'année prochaine n'avoir plus cette préoccupation de pandémie. Et là, on verra s'il y a un retour à la formule initiale qui permet quand même cette dimension sociale d'échange est importante aussi à Livre en Folie. C'est plus chaleureux. C'est chaleureux, en effet. Je me rappelle l'édition qui a eu lieu en 2010, après le tremblement de terre. Livre en Folie a été pratiquement la première manifestation à s'être tenue après le tremblement de terre. Il fallait voir la joie des visiteurs de se rencontrer, de dire « Ah, Wendell, tu n'étais pas mort, je suis content de te voir. C'était une ambiance formidable. Et cette ambiance-là, je crois qu'elle fait partie du label Livre en Folie. Et je pense que quand les circonstances le permettront, eh bien, on retournera à la formule. J'espère que la situation du pays nous le permettra. Parce qu'il y a aussi toute cette instabilité, toute cette... vous savez, j'écoutais avant de venir Romel Joseph au micro de Métropole ce matin. Romel Pierre, pardon. Romel, tu m'excuses. J'écoutais Romel Pierre parler de la situation à Martissant.
Eh bien, je crois que c'est des choses qui doivent nous interpeller. Et pour rester dans le livre, Wendell, ça m'a rappelé la nouveauté d'Émilie Prophète, son roman « Les villages de Dieu », paru chez Mémoires d'Encrier, où Émilie Prophète a imaginé dans sa tête, bien sûr, en ayant écouté des témoignages et autres, la vie d'habitants de ces zones qu'on appelle de non-droit, qui vivent leur vie au milieu de gangs. Ils n'ont pas choisi le territoire où ils se trouvent. C'est un territoire qui a été pollué par la présence des gangs et ils doivent continuer à vivre parce qu'ils n'ont pas d'autre, ils n'ont pas un ailleurs. Et ce personnage formidable, cette jeune fille, Cécile la Flamme, qui devient influenceuse parce qu'elle utilise à bon escient son téléphone cellulaire reçu en cadeau, eh bien, ça m'a fait penser à Émilie Prophète et à cette empathie qu'elle a su créer chez le lecteur, non seulement pour les gens qui habitent ces villages de l'endroit, et qui aussi jettent une lumière sur les causes pour lesquelles, dans notre société, nous avons ce genre de phénomène. Parce qu'il y a eu à l'origine de ces phénomènes des manquements. Et Émilie disait récemment au Centre Pen, où elle était invitée à parler de son livre, que priver des jeunes d'éducation, c'était vraiment une atteinte à la liberté individuelle. Maintenant, parlons des titres. Oui. On en aura combien cette année? On en a 1200, on en a, puisque la vente a commencé depuis le lundi 31 mai. 1200. 1200 titres qui sont offerts au public, et c'est fou ce que les gens achètent de manière très diversifiée, aussi bien les anciens que les nouveaux. Il y en a 1200 au total. Il y en a naturellement certains qui semblent avoir la faveur des acheteurs, mais on progresse. On n'est pas 1200 encore... titres ne veut pas dire 1200 auteurs. Pas forcément, puisque, par exemple, si vous prenez les invités d'honneur, nous avons Michel Soucard et Corallin. Corallin a 5 titres qui seront proposés au comptoir Nouveauté Plus, que présente Communication Plus. Michel Soucard a 3 de ses romans historiques, dont le célèbre Courage et Phare, qui seront proposés par Nouveauté Plus. Mais il y a plein d'œuvres de Michel qui sont proposées par ces 3. Et en plus des œuvres personnelles de Michel Soucard, il y a son travail d'éditeur, son travail aussi de chercheur. Il jette une lumière sur des œuvres anciennes. Il fait une présentation et permet au public de les redécouvrir. Donc il y a plein de ces œuvres-là aussi qui sont présentées à Livre en Folie. Donc 1200 titres, certes, mais pas forcément 1200 auteurs. Il y a des auteurs, Ronnie Gillot, par exemple. Ronnie Gillot doit présenter 15 titres à Livre en Folie, dont son dernier, Au jour le jour, La volupté, sacrilège de l'autocratie. Donc, voilà. Donc ça, c'est pratiquement intéressant cette année. Ah oui, le choix est très intéressant et on voit que les gens, j'ai le témoignage d'un très ancien de l'édition qui a dit que c'est fou ce qu'il a été favorablement impressionné par la diversité des sujets et des livres proposés. En termes de nouveauté ou en termes d'innovation, est-ce que un écrivain peut facilement suivre le déroulement de la vente de ses œuvres? Et est-ce qu'il peut le faire? Il n'a pas, dans l'état où sont les choses, il n'a pas accès aux statistiques du site marchand que tient Haïti e-commerce. En revanche, il peut savoir que son titre est épuisé, peut-être. Enfin, si jamais... S'il doit réagir. Si des fans, par exemple, et quelqu'un qui dit « Ah, je n'ai pas vu... j'ai pas vu ton livre, j'ai essayé de l'acheter, on me dit stock épuisé ». À ce moment-là, l'auteur peut peut-être alerter le comptoir qui présente son livre et dire « Voilà ce que les acheteurs m'ont dit ». Mais il ne suit pas, et seuls les organisateurs ont accès aux statistiques de vente en cours d'opération. Après, ces statistiques sont révélées au public, mais en cours d'opération, c'est la cuisine du site marchand. Maintenant, si quelqu'un veut acheter plusieurs ouvrages, il monte sur le site, oui. Il va voir tous les titres exposés? Oui, alors voilà comment ça fonctionne. Pour ceux qui connaissent Livre en Folie et ceux qui le connaissent moins bien,
il y a le système des listes. Par exemple, il y a la liste qu'a publié le Nouvelliste et qui circule aussi en format PDF sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Les listes sont présentées. Il y a d'abord la Maison des Champs, ensuite Édition Choukoun, Communication Plus. Donc on voit les listes de chaque exposant. Il y a 9 comptoirs cette année. Okay? On voit les listes de chaque exposant et les livres sont classés par ordre alphabétique du nom d'auteur. Et c'est cet ordre alphabétique de nom d'auteur qui donne les codes aussi au livre. Donc, là, si on sait quel comptoir présente le titre que l'on désire acheter, on peut directement aller dans « Éditeur » sur le site. Okay. Si on ne sait pas à quel comptoir trouver le livre, on peut faire une recherche, aussi bien par code, si on connaît le code du livre, si on l'a vu sur la liste du Nouvelliste, par exemple. On peut faire par nom d'auteur. On peut taper Wendell Théodore ou Théodore Wendell. On peut faire par titre aussi. Si on sait que c'est Le Joug, on va taper donc, soit par titre, soit par nom d'auteur, soit par code. On peut, à l'aveuglette, en allant sur la recherche proposée par le site, trouver le livre que l'on veut. Ou bien si on veut savoir quels sont les livres publiés par un auteur, tous les livres de René Gillot par exemple, on n'a qu'à taper René Gillot et puis alors on voit toute la série Au gré de la mémoire, la nouvelle série Au jour le jour, la série Une geste trempée de larmes, et voilà. Donc c'est comme tous les moteurs de recherche. Ah ben oui, mais voilà Wendell, les gens me posent des questions comme si ça fonctionnait autrement pour le site www.livresenfolie.com. Mais ça fonctionne comme les autres sites. Oui. Donc il suffit de savoir ce que l'on veut et l'on tape le nom. On fait une recherche. Et même quand on ne sait pas trop ce que l'on veut, si on sait seulement qu'on veut un auteur. Bon, si on sait qu'on est intéressé qu'au roman, on n'a pas besoin de savoir qui a écrit des romans, on n'a qu'à taper la catégorie et alors on aura tous les romans proposés par tous les exposants de Livres en Folie. À ce moment-là, on s'assied tranquillement, on regarde, on dit « Ah tiens, oui, les romans historiques de Michel Soucard, tiens, oui, Ange Béliandou. » En fait, voilà, donc on peut même sans avoir de précision, si on a une idée en tête ou une catégorie de livres en tête, décider d'aller voir quelle est l'offre de Livres en Folie. Alors, en fait, on sait que normalement, les gens aiment regarder d'abord les livres exposés. Oui, donc, on peut le faire. On peut le faire aussi. On peut tranquillement les regarder par liste. On peut les regarder. On n'a qu'à aller dans Maison des Champs, Choukoun, Presse nationale d'Haïti. On va y aller tranquillement. D'ailleurs, je vous donne une poule. Certes, pour acheter, il faut se connecter, il faut faire connexion. Mais on peut sans se connecter, sur la page d'accueil, on peut cliquer sur « Ouvrage ». Si on clique sur « Ouvrage » en haut, la fenêtre, en haut de la fenêtre, on clique sur « Ouvrage », là, on n'est pas dans l'achat, on n'est pas encore à l'intérieur du site marchand pour une transaction. On peut tranquillement passer en revue toutes les listes qui sont sur le site. Après, on peut faire connexion et à ce moment-là, choisir de cliquer sur tel titre qui va aller dans le panier. Est-ce que les lecteurs vont pouvoir bénéficier des avantages liés à Livres en Folie? Livres en Folie égale avantage. S'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de Livres en Folie. Les avantages sont quoi? Les avantages, c'est 40% de rabais sur le prix du livre, 10% de rabais additionnel pour ceux qui paient avec la Unicarte. Alors, ça, c'est une promotion de la Unicarte. Mais toutes les cartes de crédit, Visa ou Mastercard émises en Haïti ou à l'étranger sont valables. Sauf que, naturellement, c'est un événement Unibank. Et donc, les usagers de la Unicarte ont un avantage additionnel. C'est qu'en plus des 40% de rabais auxquels ils ont droit d'emblée, quand ils vont recevoir leur relevé bancaire à la fin du mois, eh bien, on va leur créditer les 10% sur le montant de leur achat. Vos attentes cette année? Eh bien, mes attentes, c'est que les internautes, que les Haïtiens fassent l'effort d'aller vers le site, de ne pas avoir peur d'Internet, il faut vaincre la peur, d'aller vers le site,
d'exploiter l'outil. Je souhaite que surtout les acheteurs de la province, qui apparemment ne sont pas toujours touchés par toutes les promotions qui se font, que les acteurs de la province aussi s'approprient les livres en folie, parce que je sais que les livres sont en demande, et je sais aussi que par les temps qui courent, quiconque sait qu'il peut acheter un livre avec 40% de rabais ne va pas hésiter à le faire, parce que c'est mieux pour sa bourse. Il y a des titres qui vous attirent en particulier? Je vais vous dire quelques titres qui attirent Qui vous le public. attirent? L'intellectuel que vous êtes, est-ce qu'il y a des titres vous savez, qui en Wendell, particulier vous attirent? je vais vous dire les titres qui attirent le public, parce que ce que je ne voudrais pas faire, Oui. je ne voudrais pas vraiment, je je voudrais comprends. maintenir une certaine balance. Eh bien, je vais vous dire, d'après ce que j'ai vu passer, moi, avec beaucoup d'intérêt, je regarde. Je regarde, par exemple, que le titre Taximoto c'est un nouveau roman de Gary Victor. Je vois que les gens sont très attirés par ce titre-là. Le titre de Ronnie Gillot est souvent acheté. La nouveauté, donc, la nouvelle série Au jour le jour. Il y a un titre de James Boyard, Le procès de l'insécurité, que je remarque sur plusieurs achats. Il y a ces deux personnes dont je vous parle, enfin ces deux auteurs. Il y a deux auteurs que Michel Souka présente, Madame Desgraves-Balsin et Madame Desrois. C'est Le Joug et l'autre, le titre, la Blanche Négresse. J'ai remarqué que ces deux titres se retrouvent souvent. Chez Deschamps, il y a une affaire de objection non rejetée, ou bien objection non rejetée. C'est un livre à caractère religieux. Il y en a beaucoup à caractère religieux qui sont proposés au public. Je le remarque souvent aussi. Enfin, je dis ce que je vois qui revient souvent dans les factures. Je n'ai malheureusement pas eu le temps. La tendance. Oui, c'est la tendance, naturellement. Les statistiques, bon, malheureusement, je les verrai après l'émission, mais je pourrais voir. Mais je vous dis ce que je constate. Des témoignages sur le Covid aussi, 19, le docteur Ternier, Ralph Ternier. Oui, l'Odyssée des héros d'une pandémie. Oui, d'une pandémie, Oui. tout à fait. Je les ai reçus ici à la rubrique Le Point, et ils vont en parler. Oui. Maintenant, Livre en folie virtuel, ou bien en ligne, permet aussi la participation des écrivains de l'étranger, non? Oui, tout à fait, parce que quiconque, pourvu que la maison d'édition ou l'auteur, s'il publie à compte d'auteur, nous fasse parvenir les stocks dans les délais, bien le livre est proposé. Et c'est ainsi que, par exemple, j'ai Raphaël Jean-François, qui est le frère d'Hérold de Jean-François, qui propose un livre sur le développement. Il vit à l'étranger. Il était disposé éventuellement à rentrer pour participer à une signature. Bon, comme l'activité a été annulée, il y a ça. Il y a les trois âges du constitutionnalisme haïtien de Claude Moïse, édité par le syndicat. Ce livre est disponible par le biais de la coopération syndicat Éducavision, de même qu'un dernier livre de Marie-Josée Alcide Saint-Lô sur le vaudou, essentiel vaudou, qui semble aussi attirer l'attention des acheteurs. Ces livres-là sont venus de la Floride pour participer à Livre en folie. Il y a des auteurs qui avaient déjà acheminé leurs livres bien avant. Donc, c'est ça qui est intéressant avec Livre en folie, c'est que c'est tout un monde, c'est tout le monde de l'édition, c'est toute une chaîne qui est mise en lumière ou qui est boostée, si je peux dire, grâce à Livre en folie. Car je peux vous confier que si l'édition de l'année dernière n'avait pas eu lieu, ça aurait été vraiment une année très maussade pour le monde du livre. Et je crois que Livre en folie vient au secours du monde du livre en permettant ce foisonnement. Je connais plein d'imprimeries qui étaient quasiment à l'arrêt ou qui en étaient réduites à ne travailler que 2 ou 3 jours par semaine et qui, grâce à cette frénésie de publication, puisque le Livre en folie représente la rentrée littéraire haïtienne, eh bien, elles ont pu trouver des contrats pour faire rouler
et leur rotative. Donc, je pense qu'en ce sens, c'est un événement très transversal et très inclusif, car on peut y participer tout en étant inconnu et on peut même se faire connaître à travers Livre en Folie. Il y a une auditrice qui vous demande pourquoi on ne parle pas du livre de Lubéris, alors que c'est un livre qui l'intéresse. Ah oui, je veux bien. Le livre de M. Lubéris est d'ailleurs proposé au comptoir de Nouveautés Plus, Rendre le pouvoir aux Haïtiens. Mais vous vous imaginez, si j'ai 1200 éditeurs, 1200 auteurs, 1200 auditrices ou auditeurs qui m'appellent pour me dire qu'on n'a pas parlé du livre qui l'intéresse. En fait, là, on ne faisait pas la lecture de l'ensemble des 1200 titres. Et il nous faudrait des heures. Oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de mentionner le livre de M. Lubéris, mais oui, effectivement, il est l'un des titres, des nouveautés proposées à notre comptoir Nouveautés Plus. Donc, petit rappel pour éviter toute forme de jalousie, c'est qu'il y a 1200 titres disponibles. En aucune façon, vous ne sauriez en un réel de temps, en de toute façon, si peu de temps. Vous m'auriez chassé de Le Point, parce que je ne vais pas venir ici et faire ça. Merci beaucoup, Madame Chavenet. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je souhaite donc à toute l'équipe organisatrice, partenaire, à tous les membres, la Unibank, le Nouvelliste, je vous souhaite bonne chance, encore une fois, cette année. Merci, Wendell. Et puis, j'attends la commande. Ah, mais bien sûr, vous l'aurez. Voilà, Madame, Monsieur, la première partie qui s'achève, la première partie de la rubrique Le Point avec Madame Anaïs Chavenet. Dans un instant, tout de suite après la pause, on aura à accueillir Saint-Tony Fanfan, le professeur, autour de son livre Haïti, des mots et des remèdes. Ce sera tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce vendredi. C'est bien sûr, après Anaïs Chavenet, le moment d'accueillir le professeur Saint-Tony Fanfan qui va nous parler de son livre Haïti, des mots et des remèdes. Bonjour. Bonjour Wendell, c'est un plaisir pour moi d'être là. Donc je profite de l'occasion pour saluer les super branchés de l'émission Le Point. Et je salue également mes étudiants de l'Université innovatrice d'Haïti, de la Faculté des sciences humaines, de l'Université de Port-au-Prince et qui nous regardent maintenant. Haïti, des mots et des remèdes, volume 1, il faut le préciser, c'est pas un petit peu prétentieux, non? Alors, volume 1, effectivement, donc parce que je pense que pour le volume... C'est pas à cause du premier volume, le titre. Est-ce que c'est pas prétentieux? Vous avez fait le diagnostic de la situation d'Haïti, vous soulignez les mots et vous envisagez même des remèdes, non? Oui, évidemment, et Wendell, donc à travers ce livre, j'ai essayé justement de diagnostiquer, de scruter la réalité. Et à partir de cela, je suis venu avec le premier volume. Le premier volume, pourquoi? C'est parce que ce livre-là, c'est une compilation de près de 44 textes et une dizaine de pensées. Et à partir de cette publication, il y en aura d'autres. C'est-à-dire, je crois que ce livre est écrit au cours de deux périodes, la période de Périloc et la période de coronavirus. Donc j'ai environ 254 textes qui sont déjà là, et environ 700 pensées. Donc j'ai sélectionné 44, avec une dizaine de pensées, et donc je fais justement le premier volume, mais il y en aura d'autres, peut-être 3 ou 4 volumes encore. Les mots et les remèdes, quels sont les mots que vous avez diagnostiqués? Les mots sont multiples, les mots sont plusieurs, parce que vous savez que le problème... Précisons. Ces mots-là dont on parle sont donc le pluriel de mal. Oui, justement. Justement. Donc, autrement dit, on pourrait peut-être appeler le livre Haïti, des problèmes et des solutions. Donc, c'est-à-dire, quand je parle justement des mots, effectivement, c'est le pluriel de mal, M-A-L, et puis des remèdes, c'est en termes de solutions, des réponses par rapport aux problèmes identifiés et par rapport aux problèmes justement diagnostiqués. Alors, il faut dire, Wendell, nous vivons dans une situation particulière. Nous sommes en Haïti. Vous savez que Haïti fait face à des problèmes endémiques très complexes.
complexes, et des problèmes justement qui sont en quelque sorte globaux, qui sont totaux, parce que donc depuis justement l'indépendance d'Haïti, donc depuis en quelque sorte l'assassinat de Dessalines, donc ce pays justement se retrouve dans l'impasse. Donc on est dans une situation de crise endémique, d'une crise multiforme, donc qui fait que donc jusqu'à présent on n'arrive pas à sortir, disons, de cette instabilité, je dirais, chronique, et qui, justement, a des conséquences sur la vie collective, sur, en quelque sorte, la vie de cette société, parce que, donc, il y a des auteurs même qui parlent d'une société bloquée, d'une société dysfonctionnelle, parce que, tout simplement, donc il y a un ensemble de mots, un ensemble de problèmes qui nous rongent, mais qui rongent en quelque sorte la société. Jusqu'à présent, on n'arrive pas en quelque sorte à trouver des réponses, bien sûr, à ces problèmes-là. Moi-même, je dis que ce que nous sommes en train de vivre comme problème, ce n'est pas une fatalité, bien sûr. On ne peut pas justement aborder ce problème de façon fataliste, de façon défaitiste, de façon pessimiste. Il faut comprendre que ça s'inscrit dans un processus justement historique, justement, donc qui, en quelque sorte, nous permet, bien sûr, d'arriver là. Parce que tout simplement, donc, je dis quelque part que l'homme est à la fois problème et solution, l'homme est à la fois malade et soignant. Donc, ça veut dire ce que nous sommes en train de vivre présentement, donc c'est le résultat, donc de nos actions, de nos rapports et de nos interactions, puisque de toute manière, les phénomènes sociaux, les problèmes sociaux prennent naissance à partir des rapports, les rapports humains, les relations sociales. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, Wendell, donc on parle de banditisme, on parle de la criminalité, on parle en quelque sorte de l'insécurité, on parle, je dirais, de la pauvreté, etc. Mais tous ces problèmes-là, c'est des problèmes justement qui sont l'émanation, je dirais, de nos comportements, de nos actions. Nous sommes nos actions, justement, effectivement, donc nous sommes quelque part responsables de nos malheurs, bien entendu sans vouloir en quelque sorte dédouaner bien sûr la main de l'international dans ce que nous vivons comme drame, dans ce que nous vivons comme chaos. Mais je dis quelque part, donc si nous sommes à la fois problèmes et solutions, eh bien les problèmes d'Haïti ne sont pas justement des problèmes, je dirais, qui ne peuvent être pas justement résolus. Donc c'est mais la question, ces problèmes-là doivent être résolus par qui? Les médecins doivent-ils venir d'ailleurs ou d'ici? Alors moi-même, j'ai essayé d'aborder les problèmes d'Haïti à partir d'une approche holistique ou bien à partir d'une approche systémique. Pourquoi ? Parce que lorsque vous vivez dans une société où les problèmes sont multiples et les problèmes sont aussi complexes, les problèmes sont endémiques, donc on ne peut pas justement aborder les problèmes à partir d'une approche, je dirais, à partir d'une approche réductrice, c'est-à-dire essayer justement de voir ça seulement sous l'angle justement économique, mais sous l'angle politique, etc. Il faut justement voir ça, disons, voir les problèmes en quelque sorte dans une approche globale. En ce sens, donc je dis que, puisque, disons, les problèmes sont complexes, les problèmes sont multiples. Il y a deux façons justement de procéder, ou bien il y a deux façons justement de pouvoir résoudre ça. D'abord, donc il faut justement redéfinir notre rapport avec nous-mêmes, c'est-à-dire considérer en quelque sorte que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Pour construire, c'est ce qu'on appelle le bonheur collectif, le bien-être collectif, nous devons justement reconnaître que la vie sociale exige que, en quelque sorte, que nous restions justement, que nous développions, je dis justement, de complicité entre nous, mais aussi de comprendre que nous sommes en quelque sorte condamnés à vivre ensemble. Condamnés à vivre ensemble veut dire quoi? Veut dire qu'on ne peut pas concevoir une société en dehors des hommes et des femmes qui l'habitent, des hommes et des femmes qui sont appelés justement à tisser des rapports, à entretenir des liens, des relations, puisque de toute manière, donc ce qui est à la base d'une société réellement fonctionnelle, c'est par rapport justement à des institutions réellement fonctionnelles, c'est par rapport au respect des principes, au respect des normes, au respect des règles, au respect des valeurs, et qui nous permet justement de construire, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Parce que, Wendell, aujourd'hui, donc le vivre ensemble est vraiment hypothéqué. Aujourd'hui, donc on vit dans la peur, on vit dans l'inquiétude, on a l'inquiétude justement par rapport à l'avenir. Est-ce qu'on peut continuer justement à vivre ainsi? Moi-même, je dis non, parce que de toute manière, aujourd'hui, donc, on parle de coronavirus, mais il y a des problèmes qui sont pires que le coronavirus actuellement en Haïti, le problème de santé mentale. Est-ce que vous savez que beaucoup, disons, d'entre nous sont malades? Pourquoi? Parce que, donc, mentalement, nous ne sommes pas stables. Nous sommes dans une situation de déséquilibre, une situation de dissonance. Pourquoi? Parce que nous avons peur de l'autre, nous avons peur des rues, nous avons peur, justement,
en quelque sorte, quand nous marchons, quand en quelque sorte nous vaquons justement à nos activités. Pourquoi? C'est parce que tout simplement la vie sociale requiert en quelque sorte le partage, l'échange, l'interaction, le rapport, la relation, etc. Et bien donc, est-ce qu'on doit ignorer ça? Donc, je crois que non. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut justement que nous redéfinition justement nos rapports en fait avec nous-mêmes. Et par rapport à cela, je dis qu'il faut placer l'humain au centre de toutes nos préoccupations, de toutes nos politiques, de toutes nos décisions. Parce que si maintenant l'humain n'est pas considéré comme un être de valeur, c'est-à-dire un bras utile, quelqu'un qui peut justement participer au développement de sa communauté, qui peut participer au fonctionnement de sa communauté, on n'ira nulle part. Et c'est pourquoi je dis que quelle que soit l'origine de la personne, quelle que soit son appartenance sociale, quelle que soit sa couleur, quelle que soit en quelque sorte, je dirais, la situation, le statut de la personne, il faut justement la considérer comme une valeur, une ressource importante sur, en quelque sorte, qui on peut compter pour pouvoir, en quelque sorte, enclencher le processus de développement du pays. Mais peut-être j'allais dire une autre chose. Des mots et des remèdes, est-ce que vous avez aussi parlé des causes de nos malheurs, des causes de nos problèmes? Là, justement, les causes sont multiples. Et c'est pourquoi je dis, quand je parle maintenant, quand je parle des rapports avec nous-mêmes, maintenant, si je vous vois avec la haine de l'autre, premièrement, il y a la haine de l'autre, c'est-à-dire voir l'autre, disons, avec dédain, avec rejet, c'est-à-dire on ne peut pas construire une société sur une base de discrimination, de stigmatisation. Le fait que vous venez de Cité-Soleil, de Martissan, de Gravine, de Village de Dieu, etc. Donc, j'ai une perception de vous, j'ai une représentation de vous, et ça, en quelque sorte, constitue des freins, des blocages pour construire. C'est ce qu'on appelle, pour aboutir à l'harmonie sociale. Pour moi, donc c'est un problème, autre problème. C'est dans notre manière de gérer, dans notre manière de gouverner, dans notre manière d'administrer, parce que laissez-moi vous dire, Wendell, donc si maintenant, lorsque j'ai une responsabilité, j'occupe une fonction, une fonction, disons, qui, en quelque sorte, je dirais, m'oblige à donner des résultats et que je ne fais absolument rien. Donc, la fonction que j'occupe, je l'occupe justement pour moi-même, pour mon clan, pour mon groupe, de quelque part. Donc, c'est un problème et, en quelque sorte, ça va avoir des conséquences sur la société, sur le fonctionnement des institutions, sur le fonctionnement de l'État. Et pour résoudre tout cela, il faudra prendre des décisions personnelles. Il faudrait que l'on s'acquitte de ses responsabilités, d'abord de manière personnelle, avant de les acquitter de façon collective. Moi, je vois les deux façons. D'abord, personnel, je dis que, donc, je crois qu'il y a le directeur général du ministère des Affaires étrangères qui écrit un livre, Change-toi à toi-même, et tu changeras justement ton pays. J'admets qu'effectivement, donc on peut poser le problème du professeur d'Orléans. D'Orléans, justement. Donc, je suis d'accord que le changement doit se faire ou bien doit être vu à deux niveaux. D'abord, il y a un changement, de la part justement de l'individu, je suis d'accord, mais il y a aussi le changement de la part du groupe, de la part, en quelque sorte, de la société, globale. Pourquoi? Parce que de toute manière, Wendell, que l'on veuille ou non, pendant qu'on agit, pendant qu'on réfléchit et pendant en quelque sorte, qu'on échange avec l'autre, il faut justement dire, mais écoutez, nous partageons le même territoire, nous partageons un bien commun. Le bien commun, justement, qu'est Haïti. Mais quand je vis, je ne dois pas justement penser à moi seul. Je dois aussi penser à l'autre. Et c'est pourquoi, et Émile Durkheim l'a dit dans Individu et Société, il a parlé de deux types de conscience. Il y a la conscience individuelle et la conscience collective. Il dit que quand chez un individu, la conscience collective est morte, donc ça peut justement porter l'individu à développer des comportements anormaux. Ça peut justement avoir des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de la communauté, de la société, parce que... Maintenant, nous parlons de quel pays? Nous parlons d'Haïti, un pays dont ses fils le considèrent comme un espace de transit. C'est ça la réalité aujourd'hui. Eh bien justement, donc c'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord redéfinir notre rapport avec nous-mêmes, mais il y a une autre chose, c'est redéfinir notre rapport avec notre territoire. Mais écoutez, si maintenant je ne vois pas mon bonheur en Haïti, je ne vois pas mon bien-être en Haïti, je ne vois, si mon destin n'est pas lié, disons, alors, comment créer? Eh bien, donc comment créer, je dirais, cet esprit d'appartenance à sa terre natale? Non, moi, chez le petit Haïtien. Donc, j'ai essayé justement de montrer que depuis, disons, à bas âge, il faut justement apprendre aux enfants à aimer leur pays, comme les États-Unis le font. J'ai lu un livre qui s'appelle « Les mythes fondateurs de la société américaine ». Est-ce que vous savez que
aux États-Unis, depuis justement dès l'enfance, on a commencé à apprendre aux enfants non seulement à aimer leur pays, mais aussi à développer chez les enfants, c'est ce qu'on appelle l'esprit de grandeur. C'est-à-dire on a commencé à étudier avec les enfants les empires pour essayer de montrer donc comment donc on doit garder chez l'enfant un esprit de grandeur, grande vision, etc. Parce que vous savez, donc, États-Unis comme une grande puissance, États-Unis justement comme un pays, qu'on appelle gendarme du monde, etc. Donc, c'est de même qu'on doit faire justement pour Haïti. Et moi-même, je dis, parce qu'aux États-Unis, on est très attaché, bien sûr, aux pères fondateurs, aux idéaux. C'est pourquoi, par exemple, on parle de destinée manifeste aux États-Unis, mais en Haïti, on peut aussi créer des idéaux. Et c'est pourquoi, dans ce livre, j'ai écrit un texte qui s'appelle la construction d'une Haïti nouvelle autour de l'idéal l'ouverturier, Dessalines et Christophien. Parce que j'ai essayé de prendre ces trois personnages-là, ces trois justement héros, pour essayer de montrer qu'à partir de la vision, de la pensée de ces trois hommes, on peut justement avoir notre pays. D'abord, avec Toussaint. Mais écoutez, aujourd'hui, Haïti doit redéfinir son rapport avec l'extérieur, doit redéfinir son rapport avec l'étranger. Parce que je dis qu'en matière diplomatique, entre les pays, il n'y a que d'intérêt. Il n'y a pas question pays d'amis, pays soucis, etc. D'ailleurs, vous savez que aujourd'hui, donc on parle de rapport sud-sud, rapport nord-sud, etc. Quel que soit, disons, on parle de rapport nord-sud, rapport sud-sud, etc. La première chose à voir, quand il est question de parler de rapport entre pays, c'est une question d'intérêt. Donc ça veut dire, si maintenant on parle de la vision de Toussaint en matière de négociation, en matière de vertu, etc., donc je crois qu'on peut négocier mieux avec l'extérieur, avec l'étranger. Tout comme si on prend par exemple la pensée de Dessalines. Mais Dessalines, donc, était pour justement l'autodétermination, la question de souveraineté, la justice sociale, etc. Donc ça veut dire, si on veut justement bâtir un pays sur une question d'équité, une question de justice sociale, donc on peut utiliser la vision, la pensée de Dessalines, justement pour asseoir en quelque sorte une autre république, tout comme si on parle de la vision de Christophe. Mais écoutez, Christophe, justement, c'est une référence en matière, justement, de grandeur, la grandeur d'âme, parce que c'est pourquoi aujourd'hui, donc, lorsqu'on est arrivé dans le Nord, on parle de la fierté christophienne. Parce que d'ailleurs, si on prend maintenant, en quelque sorte, durant le règne de Christophe, donc on voit que Haïti était justement perçu autrement à l'échelle mondiale. Ouais, mais aujourd'hui... Mais nous l'avons détruit. Évidemment. Dites-nous, en fait, expliquez-nous ces phrases-là. Notre bonheur se trouve-t-il ici? Aimons-nous Haïti? Aimons-nous les uns les autres? La politique est-elle faite pour construire, pour détruire ou construire Haïti? Ouais, évidemment, c'est un ensemble de questions. Je fais justement le questionnant pour essayer de montrer que, écoutez, donc si nous habitons un territoire, qu'est-ce que nous voulons faire justement avec ce territoire? Est-ce que vraiment nous pensons que notre bonheur est ici? Ou est-ce que vraiment cette manière de faire de la politique, est-ce que c'est une politique qui tend justement à faciliter, c'est ce qu'on appelle la gestion, l'administration, la bonne gouvernance de la cité, de la société, etc. Mais aussi, il faut comprendre, je crois, dans ce livre-là, j'ai un texte qui s'appelle « Que faire ?» de tous ces morts qui vivent encore. Et là, j'ai essayé justement de présenter le problème d'analphabétisme politique. Les analphabètes politiques, et je crois que tout à l'heure, vous étiez en train de lire les fabricants de morts politiques, parce qu'en Haïti, nous avons justement des fabricants de morts politiques et qui nous portent justement à voir. Mais ça veut dire quoi? Les fabricants de morts politiques, c'est une façon pour essayer de montrer comment on arrive à détruire la politique en nous. Parce que quand je parle de la politique, je ne parle pas de la politique mais je ne parle pas d'une politique qui est axée sur la violence, sur en quelque sorte le combat. Et je ne parle pas justement d'une politique qui est justement axé bien sûr sur l'instabilité, sur le désordre, etc. Je parle de la politique dans un sens scientifique pour essayer de montrer que la politique qui est liée justement à la question de la gestion de la cité, la question de pouvoir, la question justement de l'harmonisation en quelque sorte des pouvoirs. Donc c'est de cette politique dont je parle. Et je dis que donc, selon Aristote, donc, l'homme par nature est un animal politique, c'est-à-dire nous sommes justement condamnés à vivre dans une société, dans une communauté donnée. Et pour organiser cette communauté, pour faire fonctionner, pour faire, bouger, pour faire progresser cette communauté-là, eh bien, il faut qu'il y ait justement de la politique. Et c'est pourquoi donc, je dis que tous les citoyens doivent se sentir justement concernés par la vie politique de leur pays et pouvoir en quelque sorte s'impliquer. Et quand tu es là, j'essaie justement de montrer, je fais justement
Et référence à un auteur qui s'appelle Bertolt Brecht, je crois, il dit que de tous les analphabètes, le pire, c'est l'analphabète politique. Parce qu'il ne sait pas que le prix, disons, d'une marmite de riz, le prix, disons, de maillot, d'une chemise, dépend de la politique, des décisions politiques. Et c'est pourquoi moi-même, je veux justement inviter, en quelque sorte, tous les jeunes, et bien sûr, tous les Haïtiens, de comprendre qu'il faut justement qu'ils s'engagent dans la vie de leur communauté. Alors, quand je parle de la vie politique, pas disons de la politique, c'est une question de querelle, une question de violence, une question, je ne sais pas, d'affrontement, ok? Même quand, en fait, l'affrontement, ça existe dans le monde politique, mais l'affrontement, c'est pour faciliter en quelque sorte la bonne marche, pas pour bloquer, pas en quelque sorte pour détruire justement les fondamentaux de la société. Ce livre-là participe à Livre en Folie ou pas? Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de m'inscrire à Livre en Folie. Je crois que j'avais appelé Henri Deschamps, malheureusement, il était trop tard. OK, donc, je vais justement opérer ou réaliser en quelque sorte sa vente, OK, ce dimanche. OK, ce dimanche 6 à l'hôtel Caribé, disons de 1h à 6h. Donc, pour pouvoir, je dirais, permettre, bien sûr, aux gens de venir en quelque sorte, discuter davantage autour justement des différents textes que je trouve justement à travers ce livre. Et c'est un livre qui, je dirais, qui est axé sur deux choses. D'abord, à travers ce livre, je fais ce qu'on appelle un appel à l'espérance, c'est-à-dire croire que donc c'est pas ce que nous sommes en train de vivre, en quelque sorte, ce n'est pas une fatalité. Et puis, c'est un appel au grand réveil du citoyen, c'est-à-dire nous devons sortir de notre zone de confort, nous devons sortir de ce silence complice, nous devons sortir justement de ce désespoir, bien sûr, qui en quelque sorte caractérise notre vie de peuple, la vie collective, parce que de toute manière, je dis que la terre est la même partout. La terre est la même partout, et c'est pourquoi je dis que si maintenant la République dominicaine est ce qu'elle est, Haïti aussi peut en quelque sorte retrouver justement le chemin du progrès. Quel beau rêve. En tout cas, le prix est... Le prix, donc, c'est 750 gouttes. Il ne faut pas cesser de rêver, parce que le rêve, ça fait partie, bien sûr, de l'existence de l'homme. D'ailleurs, donc, on ne peut pas, en quelque sorte, progresser si on n'a pas de rêve. D'ailleurs, les rêves, justement, sont liés au projet. Et les rêves, justement, c'est ce qui, en quelque sorte, constitue pour nous des stimuli et qui nous incite, qui nous pousse, justement, à agir pour transformer l'ordre des choses. Le monde que nous avons, le monde moderne, le monde contemporain, le monde, qui, en quelque sorte, caractérisé par l'innovation, par les inventions, par, en quelque sorte, les avancées scientifiques, c'est un monde qui, en quelque sorte, qui est axé, justement, sur, je dirais, la concrétisation des rêves, des grands scientifiques, des grands chercheurs. Et, en quelque sorte, j'invite tous les Haïtiens à aussi avoir ce rêve, le rêve de voir justement une autre Haïti, un autre pays. Saint-Tony Fanfan est recteur de l'Université innovatrice d'Haïti et professeur des universités. Il n'est pas à son premier coup, à son coup d'essai. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, notamment Justice, le dilemme de l'impartialité et de la corruption, la crise de leadership en Haïti, un véritable frein au développement endogène et durable du territoire haïtien, lauréat du concours de texte organisé à l'occasion du bicentenaire de la bataille de Vertières à Cap-Haïtien. Il est maître en population et développement, doctorant en économie du développement. C'était notre invité ce matin de la rubrique Le Point. Merci, professeur. Merci, Wendell. C'est à moi de vous remercier. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Passez une bonne journée et surtout un très bon week-end avec nous. Et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.